La sexualité, c'est un sujet qui est encore un peu tabou. Néanmoins, je l'ai traité plusieurs fois sur ce podcast. Une dizaine, peut-être moins d'une dizaine de fois. Mais aujourd'hui, cet épisode, il est différent. Aujourd'hui, je reçois Chloé McIntosh, qui est la fondatrice de cette application qui s'appelle Kama. C'est le 3e épisode que je fais avec elle. Et cette fois-ci, on va vous donner des conseils pratiques qu'elle structure en 5 parties. Donc vous allez voir, ça va vous aider à avoir une sexualité beaucoup plus épanouie. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous allez voir, c'est assez simple. Ça peut peut-être vous déranger dans vos pratiques. J'en sais rien. Vous me direz, peut-être en commentaire ou sur Spotify. N'hésitez pas. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Chloé. Bonjour Craig. Ça va ? Super. Quand on a décidé de faire cet épisode, on en a fait plusieurs ensemble. Je pense à ma propre sexualité, je pense à mes amis, je pense à toutes les conversations que je peux avoir avec des gens proches de moi. Et je vois bien que, et bien sûr que dans un couple, jeune couple, la sexualité, ça fonctionne bien. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que la sexualité, elle a tendance à s'allonger, se répandre. Donc en fait, on fait de moins en moins de sexe finalement. Et en fait, ça peut être considéré d'ailleurs dans un couple comme insultant qu'il y en ait un des deux qui se masturbe. C'est quoi le principal problème de notre sexualité aujourd'hui ? Ouais, alors bon, c'est une question importante. Je pense déjà que dans ce que tu décris, le problème a été établi par la façon dont tu le décris finalement. Parce que la sexualité, ça n'a rien à voir avec le couple. La sexualité, c'est une part vraiment intégrale de qui on est, de notre expérience de vie, de notre habilité aussi à nous révéler en tant que humain, unique, dans notre expression personnelle. Et que notre société a une tendance à créer beaucoup de restrictions, d'oppression, de limitations dans notre habilité à nous exprimer. Et l'endroit finalement où ça nous touche le plus, c'est dans notre sexualité. On a déjà du mal à s'exprimer dans la façon de s'habiller, on a déjà du mal à s'exprimer par rapport à nos idées, on veut être écouté, on veut être aimé. Et finalement, la sexualité, c'est un des domaines dans lequel on a le moins d'outils, le moins d'éducation. Et cela vraiment nous enlève l'opportunité de la sexualité. Donc vraiment, pour moi, je vois la sexualité un petit peu dans notre santé, dans notre bien-être, comme un pilier hyper important. On pense à l'activité physique et le bien-être physique. Ça fait déjà très 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 longtemps qu'on a réalisé l'importance de cela. On en parlait toi et moi tout à l'heure. Maintenant, toute la santé mentale est devenue finalement, c'est plus un tabou. Ça a pris du temps. Moi, j'ai grandi avec pas mal de problèmes de ce type-là à travers mes parents, etc. Et c'est vrai que on n'en parlait pas. On n'établissait même pas qu'il y avait un problème mental. C'était quelque chose qui était vraiment loin de notre acceptance. Acceptation. Acceptation. Mon anglais risque de ressortir un petit peu. Je m'en excuse. Et vraiment, là, on pense à la santé sexuelle, à un pilier important. Et c'est un pilier important parce qu'on parle du plaisir. Et le plaisir, finalement, c'est quelque chose qu'on ne priorise pas dans notre vie. Et il faut penser que le plaisir, c'est un peu la façon dont on est capable, notre habilité à connecter avec le monde, d'avoir du bien-être, de se sentir aussi présent dans nous-mêmes, c'est facilité par le plaisir. Quand on ressent du plaisir physique, on est présent dans notre corps, on se sent bien, on a envie de connecter. Donc finalement, c'est un outil. Donc vraiment, moi, je pense à redéfinir l'opportunité de la sexualité à travers le plaisir. Et réfléchir à l'idée qu'on parle d'éducation sexuelle, et peut-être qu'on ne devrait pas lire d'éducation du plaisir, et d'éducation autour du plaisir. Et tu me disais, quelque part, que la sexualité, c'est un outil anticapitaliste. J'aimerais que tu m'expliques ça aussi, parce que c'est intéressant. C'est vrai que en fait, c'est très étrange, tu vois, quand je vois moi-même dans ma pratique, on va dire, que ce soit la masturbation ou le sexe, avec une autre personne, j'entends, en fait, tu essayes de trouver du temps, tu vois. En fait, tu dis, là, là, c'est bon, j'ai rien à faire. Et alors que tu peux facilement passer
1 heure sur Instagram ou TikTok, tu peux facilement dire ah là il faut que je me repose, je vais me mater une série à la con sur Netflix où tu sais même pas ce que tu vas regarder, c'est souvent assez pourri finalement. Et le plaisir sexuel, il arrive après tout ça. Ouais. Alors déjà, le plaisir n'est pas seulement sexuel. À savoir que quand un bébé est né, son corps est entièrement orgasmique. C'est-à-dire que toutes les selles de son corps, les cellules de son corps, peuvent ressentir le plaisir de façon répartie complètement sur l'ensemble du corps. C'est en grandissant, en se dissociant de la nudité, qui est un gros problème dans notre société, c'est qu'on traite les organes sexuels un peu comme une exception dans le corps. Donc, et on cache juste cette partie-là. Et si tu regardes l'évolution d'ailleurs des maillots de bain, ils deviennent, en tout cas auprès des femmes, ils sont de plus en plus petits. Donc on continue à focaliser de plus en plus d'attention sur une zone de plus en plus petite du corps, ce qui crée des sortes de dérèglements psychologiques par rapport à cette relation au corps. Donc déjà, il y a un conditionnement qui est presque invisible dans notre société, de créer cette espèce d'isoler en fait le sexe, les organes sexuels du visuel, de l'intégralité de l'humain. Et finalement, la sexualité, c'est tout le corps. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. On peut sentir l'énergie sexuelle, qui est importante aussi de redéfinir. Donc l'énergie sexuelle, quand on pense à les sciences et les technologies anciennes, comme le tantra, le taoïsme, le yoga, etc., cette idée de cultiver l'énergie sexuelle, qui est aussi life force, qui est quelque chose de très important pour nous, parce qu'il nous permet d'avoir cette énergie qui est créée par nous et qui nous permet de nous connecter à notre environnement et à nous connecter aux autres. Donc cette énergie a été réprimée, a été poussée, a été beaucoup de honte, beaucoup de choses a fait qu'on n'est plus du tout dans le confort de sentir cette énergie dans notre corps. Donc par exemple, si tu vas à un déjeuner et tout d'un coup tu te sens aroused, turned on par une personne, ça te gêne. Tu te dis what's wrong with me, tu vois, il faut que je fasse gaffe là, je vais peut-être pas avoir une érection, je vais être hyper embarrassée. Donc on a beaucoup conditionné une culture où finalement le arousal, l'énergie est sexuelle, le sentiment de se sentir vraiment en vie par cette énergie-là a été complètement éliminé de notre société. Donc on n'en parle pas, on met de la honte sur le sujet et finalement les gens sont contractés à partir d'eux-mêmes. Donc pour revenir à ta question, je pense que là vraiment on parle on a enlevé finalement le côté un petit peu souverain du corps. Et là, tu me parlais donc de l'environnement politique et comment on contrôle finalement une population. Quand la personne est complètement connectée à son énergie sexuelle, qu'elle peut générer cette énergie sexuelle seule, soit parce qu'elle connecte à la vie, parce qu'elle est en contact de ses sens, ou parce qu'elle est capable de reconnaître ses désirs et être capable d'identifier aux choses qu'on veut, on a beaucoup plus d'intention, on a beaucoup plus de contrôle par rapport à soi-même, on a beaucoup plus d'intention de créer quelque chose et on a moins envie d'écouter les idées des autres finalement. Donc c'est ça que ça crée une sorte de force intérieure qui te connecte à toi-même, qui te connecte à tes désirs, qui te rend aussi plus conscient de tes limites. Et ça, c'est très important de savoir, particulièrement pour les femmes, et je pense pour tout le monde, de vraiment comprendre comment dire non et comment dire oui. Et ça, c'est vraiment la base de l'intimité. C'est d'avoir un niveau de communication où je sais ce que j'aime, je me connais, je cultive mon énergie sexuelle, je sais comment activer ça dans mon corps, et du coup, après, je peux communiquer à un partenaire, à quelqu'un dans un contexte intime, ce que je veux. Et ça, c'est beaucoup de pouvoir qu'on n'a pas, finalement. Et puis, ce que tu disais aussi, c'est que quand tu es dans le plaisir, tu as moins besoin de consommer, quelque part. Alors, quand tu te rends compte à quel point tu peux être satisfait de ton propre plaisir, qui vient même pas d'un partenaire. Là, on parle vraiment de self-pleasure, c'est-à-dire le plaisir qu'on se donne
part connecter au sens, connecter à l'environnement, avoir une sensitivité qui est plus acute, de toucher, de sentir, de goûter, toutes ces choses qui sont désensibilisées par notre monde, par les villes, par le bruit, par l'agression constante de stimulation qui viennent de l'extérieur. Donc avec le plaisir, on a une opportunité de renverser un petit peu le modèle et de se dire mais tout ce dont j'ai besoin est à l'intérieur de moi. Et finalement, cette société de consommation, elle a été construite sur les insécurités. Bien sûr. Donc, comme je n'ai pas ce qu'il faut, comme je manque, j'ai besoin d'acheter ce qui vient de l'extérieur. Et comme ça nous satisfait jamais, cette consommation continue pour toujours. Et moi, je te disais tout à l'heure que depuis que j'ai cette relation au plaisir avec moi-même, cette confiance en moi, cette relation à moi-même, j'ai vraiment complètement arrêté de consommer. C'est-à-dire, j'ai plus vraiment envie d'acheter parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est construit. Et je rentre dans un système si j'adopte ce genre de comportement finalement. En particulier si je le fais pas par besoin, mais si je le fais par envie. Là, c'est la question, c'est mais envie de quoi ? De quoi vraiment j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie de me sentir plus belle ? Est-ce que j'ai envie de me sentir plus exprimée dans mon originalité ? Est-ce que j'ai envie de me sentir mieux ? Qu'est-ce que j'achète ? Et combien de ces choses-là, finalement, viennent du fait que je n'ai pas cette relation à moi-même, cette relation au corps. Et cette dissociation très claire aussi dans notre culture, et je le sens beaucoup dans ma culture et mes origines françaises, de prioriser l'intellect. C'est-à-dire qu'on a une telle importance qui est mise sur la prouesse intellectuelle, les capacités intellectuelles, que finalement on se révèle en tant que personne dans notre société parce qu'on est capable de faire intellectuellement. Et le corps est un peu, oui, c'est un outil, il faut rester sain, il faut rester... on le fait parce que ça facilite finalement pour l'intellect de fonctionner. Mais on ne le fait pas parce que c'est une priorité dans la vie, parce que c'est la chose finalement qui nous permet d'être heureux, qui nous permet d'être bien. C'est dans le corps. Et alors justement, en fait, c'est vrai que depuis quelques années, les discussions sur le sexe se sont libérées. Moi-même, sur ce podcast, j'ai fait pas mal d'épisodes sur la sexualité. On en a fait déjà 2 ensemble, si je me trompe pas. Un sur le plaisir féminin, un sur le plaisir masculin, ou la relation du masculin à la sexualité. Et en fait, ce que tu me disais, c'est qu'il faudrait qu'on sorte de l'intellect et qu'on aille dans la pratique, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent là en ce moment peuvent faire ? Bon, ils peuvent faire une pause, aller se masturber, revenir. Mais concrètement, ce serait quoi est-ce qu'il y a des conseils ou des choses qu'on peut appliquer au quotidien ou hebdomadairement, je sais pas, pour retrouver cette connexion à soi-même ? Oui, alors la première chose que je dirais déjà, c'est que on veut pas se séparer de l'intellect pour être dans le corps. On veut se rappeler qu'on est une unité complète, que toutes nos cellules, elles ont l'intelligence émotionnelle, l'intelligence ancestrale, toutes les intelligences qu'on est capable d'avoir l'expérience de ces intelligences, elles sont toutes ensemble. Et ça, c'est vraiment... On arrive juste maintenant à accepter dans les milieux médicaux et de recherche que notre santé émotionnelle a un impact direct sur notre santé physique. Juste maintenant, on accepte cette réalité. Donc, on n'est pas très avancé finalement dans notre compréhension de la santé du corps, de ce qu'on peut faire en tant qu'humain dans notre vie pour améliorer cette expérience de vie finalement. Donc ça, c'est la première chose. C'est de se dire que oui, il y a un manque d'équilibre. On met trop d'énergie dans la tête, parce que quand on est dans notre tête, l'énergie est dans la tête. Donc, s'il n'y a pas d'énergie dans le corps, on ne peut pas ressentir, on ne peut pas être là, on n'utilise pas l'outil corporel puisqu'on a toute notre énergie concentrée dans la tête. Donc, la première chose, c'est vraiment de se dire qu'on veut une expérience de vie qui est holistique, qui amène toutes les choses ensemble. Et c'est à chaque moment. C'est-à-dire que moi, là, je suis assise en face de toi, j'oublie pas mon corps. Je suis constamment en train de regarder comment le poids de mon corps est appuyé sur la chaise. Est-ce que je respire bien ? Est-ce que je parle de mon corps ? Est-ce que je parle pas ? Tu vois, quand on parle dans la tête, souvent, le ton monte. Et quand on parle avec le corps, quand on parle avec le cœur, le ton descend. Ouais, donc, il y a plein de choses dont on n'est pas conscient qui fait que plus on monte vers la tête, aussi on monte
toute l'énergie vers le haut. Mmh. Et ça, c'est l'énergie qui, je dirais, qui est un peu volatile, des pensées. On pense qu'on est présent, mais on n'est jamais autant présent que quand on sent quelque chose de physique. Et donc, dans le mouvement de mindfulness, finalement, des choses qui manquent le plus, c'est la partie embodiment, c'est-à-dire la partie physique. Et que moi, si je veux être présente, moi, c'est devenu mon approche principale de bien-être, c'est la présence. C'est-à-dire que la seule chose que je sais pour sûr, c'est que ce moment-là avec toi, là, je le vis. Tout le reste est une pensée. Hein? Donc, on peut décider aussi, on veut être dans sa tête ou on veut être dans son corps. On veut être connecté avec la vie ou on veut être connecté avec nos idées. Hein? Déjà, c'est la première décision à prendre, c'est qu'on veut favoriser le moment présent. Et ça, c'est très, très important. Et dans le moment présent, cultiver le moment présent, il n'y a rien de plus facile que le plaisir. Parce que quand j'ai du plaisir, je suis présente. Forcément. Voilà. Donc, ça devient, pour moi, mon approche de bien-être principale, c'est d'être dans le plaisir. Et de plaisir sensuel, sensoriel et potentiellement sexuel. Donc, en termes d'approche, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça s'est libéré la conversation. C'est génial. On parle de sexe de façon plus ouverte. Je pense que la différence, c'est qu'on parlait beaucoup de sexe avant. Il y avait beaucoup moins d'honnêteté par rapport où on est. Et je pense que maintenant, avec une génération qui partage finalement beaucoup ses problèmes, ça a aussi, finalement, ça s'est répandu sur ce sujet-là, ce qui est très, très bien. En revanche, je trouve qu'il y a encore très, très peu de solutions. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé Kama. J'ai créé une application un peu comme Headspace, finalement, mais qui utilise le plaisir comme modalité de bien-être. Donc sur Kama, tu t'éduques d'abord, parce que l'éducation, c'est quand même la fondation principale de notre évolution. C'est que sans éducation sur le plaisir, savoir qu'il n'y a pas un seul docteur dans toute l'entité médicale où tu peux te dire je voudrais plus de plaisir, docteur. Pourriez-vous m'aider? Alors si tu as de la douleur, mais tu as des centaines de docteurs. Et il n'y a pas de docteur pour le plaisir. Donc, c'est quand même hyper dommage, parce que le plaisir, c'est une source qui peut vraiment faciliter, en particulier, les problèmes de santé mentale, parce que ça descend dans le corps. Donc, quand tu es dans le corps, tu n'es pas dans la tête. Encore un avantage énorme de cette pratique. Donc, les conseils, vraiment, moi, j'aime bien les choses pratiques. Donc, la raison pour laquelle j'ai créé une app, c'est que je pense qu'en fait, le switch de notre comportement humain, c'est de se souvenir que la vie est une pratique. Et qu'on est complètement programmable, on peut tout changer, on peut reprogrammer tout notre système de pensée, comportemental, etc. Mais pour changer, c'est pas un hack. Maintenant, on a une culture de hacking où les gens, ils veulent vite, ils veulent se mettre dans un bain froid et hop, ça y est, ils ont fait leur wellness. Ils veulent prendre des suppléments de vitamines. Ah, ça y est, maintenant les peptides. Donc, il y a toute cette industrie qui se développe parce que c'est des produits qu'on achète, encore une fois. Mais au centre de tout, il y a qu'est-ce que tu fais avec ton corps ? Quelles sont les actions que tu prends de façon intentionnelle et répétitive qui vont créer des pathways, des neuropathways, qui vont permettre de changer ton expérience de vie par pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dans notre culture, je dirais, plus ancienne, où on avait vraiment une vie où les gens étaient très conscients de cet aspect-là, qu'on se programme par pratique. Et donc, finalement, moi, j'essaie de donner j'essaie de collecter, je recherche, je rencontre beaucoup d'experts, j'expérimente beaucoup et je trouve des pratiques qui sont faciles, qui peuvent être intégrées dans notre vie de tous les jours. Donc, parfois, c'est des adaptations de choses anciennes qui sont un petit peu revisitées. J'apporte aussi toute la partie neuroscience, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes qui sont quand même de valeur importante, en particulier comment créer un nouveau pathway, comment créer donc un nouveau comportement dans notre vie, sur cette répétition-là. Et je dirais que les angles principaux que j'ai trouvés, il y en a vraiment 5. Le premier, c'est l'éducation. Et c'est vraiment un peu les premières versions de Kama. Quand j'ai lancé, je me suis bien rendu compte. Moi, je voulais me lancer dans la sexual wellness. Je me disais génial, physical wellness, mental wellness, sexual wellness. Et puis, je me suis rendu compte que personne ne sait ce que c'est la sexual wellness. Tu vas dehors et tu demandes, OK, what is sexual wellness? Le bien-être sexuel. Les gens souvent pensent que c'est les relations sexuelles avec des autres, par exemple. Donc, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, on n'a pas vraiment de notion claire là-dessus. Donc, quand je me suis rendu compte que finalement, les gens ne sont pas
à ce niveau-là. Je me suis rendu compte que la chose qui manque, c'est l'éducation. Et vraiment, l'éducation, ça veut dire ton anatomie sexuelle et de plaisir. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu comprends la carte de tes nerfs, les nerfs de plaisir, où ils sont localisés, comment les activer, comment les resensibiliser? À savoir qu'on est désensibilisé donc par nos habitudes de vie et nos habitudes sexuelles avec un sexe qui est très basé sur la friction et qui finalement ne facilite pas du tout le plaisir sur le long terme et crée aussi souvent des dysfonctions sexuelles chez l'homme et la femme. Donc chez la femme, ça serait plutôt la douleur et l'incapacité d'explorer d'autres orgasmes. Donc finalement être limité par peut-être des orgasmes qui sont pas aussi satisfaisants qu'ils pourraient l'être, et aussi pas de pratique sur le bien-être lié au plaisir, c'est-à-dire pas des choses qui sont juste pour le sexe, mais considérer le plaisir d'une façon un peu plus large finalement, hein, spécialement le plaisir physique. Et chez les hommes, parfois, des problèmes érectales, des problèmes où ils n'arrivent pas à durer aussi longtemps qu'ils veulent. Et dans les deux cas, finalement, une sorte de responsabilité de l'un par rapport à l'autre. Donc moi, je veux te donner du plaisir. Et toi, tu veux me donner du plaisir. Au lieu de se dire, moi, je connais mon plaisir, je pratique, je me connais bien et j'amène moi et mon plaisir. Voilà, dans la situation. Puis finalement, après, il y a un moment d'accord où on se met en accord par rapport à notre relation, mais le plaisir est pas quelque chose que tu peux créer pour moi. Il y a que moi qui peux créer le plaisir pour moi. Et ça, c'est vraiment le shift important, parce que souvent on dit je veux te donner du plaisir. Ben ouais, mais moi, si je sais pas le recevoir, et si je suis pas capable de le créer dans mon corps, finalement, ça va pas être une expérience nécessairement très. Alors parfois, ça marche. Il y a des gens qui arrivent à réaliser ce genre de choses. Ouais, on a cette expression du bon coup, tu vois. Est-ce que je suis un bon coup? Voilà. Est-ce que c'est un bon coup? Voilà, donc il y a des gens quand même, il y a des techniques, ils ont compris, ils comprennent le corps de l'autre personne bien, et ils arrivent vraiment à aider l'autre à découvrir son plaisir. Mais idéalement, ça devrait venir quand même de la personne, pour les raisons que je t'ai expliquées, la confiance en toi, la capacité de communiquer tes désirs, tes limites, et ça c'est des choses importantes qui amplifient beaucoup la capacité aussi de se lâcher dans le plaisir, d'aller beaucoup plus profondément. Donc l'éducation reste quand même le pilier fondamental de ce qui nous manque aujourd'hui, parce qu'on n'a pas différencié éducation sexuelle pour des points de reproduction, tout ce qui est, je dirais, santé sexuelle par rapport à la partie plus maladie, ce que tu peux attraper, comment ne pas tomber enceinte, les modes de protection, etc., de contraception. Mais après, il y a une autre branche qui est donc la côté plaisir-éducation. Donc, pourquoi le plaisir? Pourquoi on a tellement d'accès dans le plaisir? Pourquoi notre corps est capable de ressentir tellement de plaisir? Parce que quand il s'agit de la douleur, on n'est pas du tout réceptif, on veut tout de suite l'arrêter. Mais le plaisir, on a une capacité immense. Ouais, ça peut être le toucher, ça peut être le goût, ça peut être plein de choses. Et puis plus on le pratique, plus on en a. Et c'est infini. Donc c'est quand même un sens que notre corps, qui est un peu aussi l'histoire de comment vivre ici, c'est notre corps qui nous la raconte. Parce que le corps, il a survécu finalement, donc il est en harmonie avec l'environnement. Et de plus on connaît notre corps, plus on comprend comment connecter aussi avec ce qui est autour de nous. Donc cette connaissance de notre corps, c'est pour ça, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une oppression qui a été vraiment, je pense, extrêmement néfaste sur notre capacité de bonheur et de connexion et d'intimité avec nous-mêmes, les autres et notre environnement. Moi, je pense vraiment que la crise d'environnement, c'est une crise de relation, finalement. Ouais, complètement. Entre nous-mêmes, les autres, notre corps. On respecte pas ce qui est autour de nous, finalement. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup, pas quand j'ai lancé Volant, mais il y a très longtemps, j'ai utilisé ce triptyque de la Gita qui est le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature. Et en fait, le lien à soi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est se connecter à soi, pas dans une manière égocentrique, mais plutôt de se connaître, etc., de ressentir, et peut-être ensuite de pouvoir s'ouvrir aux autres. Tout à fait. Moi, je pense que le plus gros manque dans mon éducation a été que personne ne m'a dit que cette relation à moi-même était la relation la plus importante. Et que je pense que la relation aux autres, c'est finalement une distraction, très souvent. Encore une fois, on est dans l'action.
On n'est pas la différence entre le doing and the being. On est des human beings, on n'est pas des human doing. Hein, donc, c'est très difficile de juste être. C'est une des choses les plus difficiles pour nous. Donc, le premier, la communication, ensuite... Non, le premier, c'est donc l'éducation. Le deuxième, c'est ce qu'on fait là. C'est la communication, c'est-à-dire d'être capable après d'articuler par rapport aux autres ce que je veux, ce que j'aime, de aussi pouvoir créer dans un couple une sorte de reformer un peu cette idée, qu'est-ce que c'est une relation, qu'est-ce que c'est l'intimité, qu'est-ce que c'est une relation sexuelle, et d'accepter que l'individu, d'abord, est souverain. C'est-à-dire que même si on est dans une relation, moi, en tant que personne, je dois continuer à comprendre que la relation est l'espace entre nous deux. C'est ce qui est commun à nous deux. Mais moi, je dois vraiment continuer à explorer, à m'explorer, à me découvrir et à prioriser mon plaisir avant de pouvoir créer cette connexion. Donc la communication, c'est aussi tout ce qui est résolution de conflits. Aujourd'hui, finalement, la seule solution au problème, j'irais, de couple, même tout ce qui est sexuel, etc., c'est la thérapie de couple. Il y a vraiment très, très, très peu d'autres solutions auxquelles les gens peuvent penser. Et encore, tout le monde ne va pas vers la thérapie de couple. Et c'est très difficile. Déjà pour le couple, c'est une acceptance qu'on a quelque chose qui ne va pas. Souvent, encore une fois, c'est talk-thérapie. Donc, on est dans la thérapie de conversation. On n'est pas du tout dans le corps. Ces gens-là ne sont jamais formés de toute la partie corporelle, toute la partie somatique. Elle n'est pas du tout inclue dans les thérapies, je dirais, aujourd'hui, en majorité, très peu de thérapies somatiques. Donc tout ce qui est la partie de toucher, connexion, énergétique, respiration, mouvement, toutes ces choses-là ne sont pas incluses dans les thérapies. Non. Alors qu'on sait que tous les problèmes sont dans le corps. Donc c'est dans le corps qu'on doit accéder. Donc la communication, c'est vraiment le moyen. Et d'ailleurs, c'est pas justement dans un couple, c'est pas juste la communication verbale. C'est que quand on commence à apprendre à connaître son corps, le corps parle. Le corps communique, donc on a une communication beaucoup plus claire. Parce que maintenant, je sens ce que tu veux, je sens, je te vois, tu te positionnes de cette façon. Ah, tu te tournes vers moi. Ah, ok. Ah, tu te tournes pas vers moi. Ok, je te laisse tranquille. Enfin, il y a toute une subtilité finalement de langage qui est pas considérée souvent dans le cadre de l'intimité à cause de cela. Donc, c'est vrai que la communication, ça reste dans le couple. Je dirais, je me souviens d'ailleurs, Esther Perel, dire que communication, c'est le problème principal qui est mentionné par les couples quand quelque chose ne va pas. C'est le problème de communication. Et comme, encore une fois, on se réduit à la communication verbale, c'est ce que je reproche beaucoup, finalement, un peu à l'industrie, et on oublie toute cette partie somatique, énergétique, qui quand même amplifie énormément l'opportunité, donne des nouveaux outils de communication. Donc, par exemple, sur l'application, il y aurait des choses comme synchroniser sa respiration, s'asseoir, créer une sorte d'espace, je dirais, safe container. Comment on dit safe container ? Franchement, je sais pas. Voilà, donc se dire avec le couple... safe, safe, un espace sain, un espace de sécurité. Un espace de sécurité, ça se traduit pas très bien. Ou par exemple, nous, on est en couple et je te dis, voilà, Greg, est-ce que tu as le temps aujourd'hui qu'on s'assoit et qu'on crée un espace où j'aimerais partager des choses que je ressens. Et là, dans cette bulle de sécurité, on se met d'accord que moi, je peux vraiment exprimer ce que je ressens. Le but, c'est pas que tu me juges ou que tu aies une opinion ou que tu me réponds. C'est juste qu'il y a une opportunité pour moi de communiquer ce que j'ai dans la tête. Et l'avantage de cela, c'est que si tu vas dans un cadre d'intimité avec quelqu'un et que tu n'as pas lâché toutes les choses qui sont dans ta tête, quand tu vas te rapprocher intimement, physiquement, ça va ressortir à un moment donné. Et you get stuck in your head. Tu es dans ta tête pendant que tu es dans l'intimité. Alors moi, dans mon métier, le problème principal que les gens viennent me voir, c'est je suis dans ma tête quand je fais l'amour. Oui. Les gens ne savent pas être dans leur corps. Donc. C'est tout un travail. Enfin, ça peut paraître hyper con, parce qu'effectivement, ça semble évident que quand tu fais du sexe, tu es censé être dans ton corps. Mais en fait, la réalité, la mienne comme la réalité des gens avec qui j'en parle, c'est qu'ils sont dans leur tête. Tout à fait. Et je dirais que vraiment... C'est assez vexant d'ailleurs. Ouais, bon alors après il y a différentes choses. On est dans la tête parce que on est
stimulés essentiellement visuellement. Donc, il faut savoir qu'on vit dans une société où la stimulation visuelle est vraiment le corps de toute notre inspiration, stimulation. C'est comme ça qu'on opère de façon professionnelle. Tous les réseaux sociaux sont basés sur le visuel, etc. Donc, le sens, qui est la vision, a développé de façon, je dirais, exponentielle par rapport aux autres sens. Le toucher, on remplace tout par des outils. Les odeurs, qui sont un sens très très profond, qui a beaucoup d'impact. On n'a pas envie de sentir parce que dans les villes, ça sent pas bon. Hein. Donc on désensitise une partie de nos sens et on a complètement exacerbé la partie visuelle. Donc quand on est dans un moment intime, très souvent on a des images, soit d'un clip de porn qu'on a vu, soit on rajoute d'autres personnes, on amplifie finalement la situation avec le visuel. Le problème est de deux côtés. Ce que je pense et ce que tu penses sont deux choses différentes. Donc là, on se sépare. Et on est effectivement maintenant monté dans la tête avec notre source de turn-on finalement. Donc, l'avantage de ces pratiques plus corporelles, d'utiliser la respiration pour redescendre dans le corps, comme on le fait finalement dans la méditation, donc avoir presque une approche assez similaire à la sexualité, que ce qu'on apprend aujourd'hui avec la méditation, c'est-à-dire présence, respiration et être capable de s'observer, c'est-à-dire dans cette position où on est vraiment présent avec nous-mêmes et pas avec un risque d'être distrait par une pensée. Donc vraiment faire l'exercice d'être présent dans son corps. Et je dirais que ça, pour moi, ça a été la plus grosse chose à changer dans mes habitudes, c'est que j'étais complètement dans ma tête et ça m'a pris beaucoup de temps d'être capable de redescendre dans mon corps. Et c'est là où les outils pratiques deviennent vraiment... c'est une source finalement. Donc c'est la respiration, le mouvement. Quand tu dis le mouvement, c'est quoi ? De rester dans l'actif. C'est-à-dire que parfois, quand on fait l'amour, on est dans une situation, une des deux personnes est un peu active et l'autre personne est un peu passive. Ouais, et cette idée qu'aussi, beaucoup de femmes pensent que le bon sexe, c'est quand elles sont sur le dos, à rien faire, on sait que l'énergie féminine, c'est de recevoir, d'être capable d'être dans la réception du plaisir, etc. Donc, on se met dans cette position-là. Le problème, c'est quand tu bouges pas, c'est beaucoup plus facile d'être distrait dans ta tête. Donc, le mouvement et le mouvement qui est en harmonie avec l'autre, même si je suis dans la position de réception, je bouge mon corps, j'ai créé une vague entre mon pelvis, ma colonne vertébrale, et j'essaie vraiment de continuer à bouger, à rester en connexion physique dans le mouvement. Donc la respiration, le mouvement, les exercices de périnéum. Périnée, très très important. D'abord parce que c'est le seul groupe musculaire qui n'est pas incorporé dans aucun training. Même tu me parlais de pilates, il n'y a pas vraiment finalement l'activation de ce muscle. Et c'est le seul muscle dans le corps finalement qu'on n'utilise pas. Et c'est un muscle important parce qu'il soutient. C'est une sorte de hamac qui est entre les deux os des hanches, et il soutient la partie plus basse des organes, mais c'est aussi le muscle qui est responsable pour les orgasmes et le plaisir. Donc plus on a de sang, plus c'est irrigué, plus c'est travaillé, plus c'est sain, plus on arrive à créer de l'élasticité dans ce muscle. Et là, j'allais dire, parce qu'il me semble que dans le pilate, tu le travailles, mais bon, je suis pas sûr, certains en tout cas. Comment tu travailles ce muscle-là Alors d'abord, la première chose, c'est d'identifier ce muscle. Et souvent, il arrive encore très souvent, je pense dans la population masculine d'ailleurs, qu'ils ne sont pas au courant qu'ils ont un pelvic floor, enfin un périnée, simplement parce qu'on parle souvent de ce muscle que dans le contexte des grossesses. Oui. Et après, l'espèce de réparation ou qu'après... incontinence, tu vois. Voilà. Donc du coup, parfois, on passe toute notre vie sans savoir qu'on a un périnée finalement. Donc l'idée, c'est de savoir que le périnée, on l'utilise quand on va aux toilettes. Donc quand on fait pipi ou quand on fait caca, on utilise le périnée. Et pour pousser, on pousse. Là, tu peux le faire, là. Donc moi, je voudrais bien que tout le monde qui nous écoute, là, essaie d'identifier son périnée. Donc tu fermes tes yeux et tu essaies de pousser le muscle que tu utilises pour...
Pour aller aux toilettes. Donc, quand tu fais pipi, tu pousses. Quand tu fais caca, tu pousses. Et ça, c'est de pousser. Et pour arrêter, donc on serre. Contracte. Et de nouveau, ça, c'est quelque chose, on est très familier, on le fait sur les toilettes et on n'utilise plus après. Non. Donc, c'est cette pratique-là. On contracte. Et on pousse. Et souvent, on entend de la contraction, parce que la contraction, elle est utilisée justement pour la réparation périnée, donc après avoir une grossesse. Mais ce qui est très important, c'est le pousser. Parce que la contraction a une tendance à restricter le sang. Ça donne un peu de la force aux muscles, mais ça réduit en fait la quantité de sang qui vient, alors que le pousser permet d'amener tout le sang et d'irriguer en fait toute cette zone-là. Et avec le sang, comme tu sais, il y a l'oxygène, et l'oxygène porte aussi une substance qui s'appelle le nitric oxide, et c'est ça qui permet de connecter aux nerfs. Donc c'est ça qui donne le plaisir. D'accord. Donc c'est vraiment très important d'irriguer ça. Donc d'une certaine façon, ce qu'on voudrait, c'est que tous les jours, pour quelques minutes, tous les jours, à partir de l'âge de 20 ans, en particulier parce qu'on est assis sur des chaises, donc on a un périnée qui se contracte et qui devient atrophié. À partir de l'âge de 25 ans, ce muscle commence déjà à s'atrophier, à se devenir plus petit. Alors si tu penses que c'est le muscle qui est responsable pour des orgasmes, tu veux pas qu'il soit plus petit finalement. Non. Tu vois, tu veux qu'il soit bien irrigué, bien sain, capable de bouger de faire plusieurs choses. Et après, ce muscle, on l'utilise quand il est engagé. Tu peux l'utiliser pour créer des étendre en fait ton érection, ne pas éjaculer quand tu veux pas éjaculer. Pour les femmes et ceux qui ont un vagin, c'est plus être capable d'avoir des expériences internes, donc plus d'expériences de plaisir, d'orgasme interne, de ne pas avoir de douleur. Si on a un peu de douleur à l'entrée, etc., ça peut vraiment enlever cette douleur. Et ça nous permet de créer du plaisir et de créer un élément de succion à l'intérieur, de succion à l'intérieur. Donc, quand on commence à activer de cette façon-là, on sort de système de friction et on rentre dans un système beaucoup plus où on est dans la succion finalement. Et est-ce qu'un des éléments, parce que tu parlais beaucoup de visuel, ça serait d'arrêter de se masturber en matant du porno ? Alors, il faut savoir que le porn, c'est 25% du trafic mondial. Il y a une recherche qui est sortie il y a quelques mois en France. Je ne sais pas si tu l'as vue, très intéressante. C'est pas très souvent qu'il y a des recherches approfondies sur le porn. Et c'était assez alarmant. 90% des vidéos sur le porn ont de la violence contre les femmes. Il y a aussi toute une série d'informations, peut-être on mettra le lien, qui explique aussi comment ça affecte les jeunes. Et donc, c'est un problème, je dirais, vraiment global. Et ça a un impact vraiment profond sur les gens et on en parle très peu. Même, je dirais, dans la presse, c'est très rare qu'il y ait des études qui développent ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment un problème important parce que c'est un conditionnement. On se conditionne à regarder des choses qui ne seront pas nos expériences sexuelles et d'éjaculer très vite. Donc c'est après, pour changer ces habitudes-là, quand on est avec des partenaires, c'est très difficile. Donc le plus important, c'est vraiment et c'est un peu la prochaine clé que ma recommandation, c'est de changer notre approche à la masturbation et de penser vraiment plus au plaisir et de se dire, le but, c'est d'avoir le plus de plaisir pour le plus longtemps possible. Et pas le but d'avoir un orgasme super rapide, parce que là, je me sens un peu turned on, et ça m'énerve un peu, je vais me regarder un clip de porn, et puis paf, mais en même temps, quand on fait ça, et I can relate, tu vois, c'est que parce que tu donnes très peu de temps au plaisir. Encore une fois, on revient au premier sujet, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu essayes d'optimiser, parce que vraiment c'est ça, ton temps de masturbation, c'est juste que parce que tu ne lui accordes pas autant de temps qu'il faudrait finalement. C'est tout à fait le cas. Tu es dans l'optimisation.
C'est le cas. Le plaisir n'est pas prioritisé. On pense que c'est un peu un truc frivoleux, tu vois, qu'on fait quand on a fini le reste. Parfois, on a même on se sent un peu coupable quand on a trop de plaisir. Bon, c'est un peu notre héritage judéo-chrétien aussi, qui nous a pas conditionnés vers ce genre de choses. On a je dirais, philosophie plus stoïque et pas très hédoniste finalement. On a pris cette direction il y a très très longtemps. Donc c'est vrai que le plaisir est pas du tout priorité dans notre culture. Et on en disait, c'est ça qui permet de créer donc une société de consommation qui remplit cette espèce de trou qu'on n'arrivera jamais à être, on n'en sera jamais satisfait avec cette approche-là. Donc c'est vrai que là, c'est un changement de mentalité en se disant, le plaisir, c'est pas juste pour avoir un orgasme. Le plaisir, c'est une sorte de source de bien-être qui peut avoir un impact vraiment colossal, positif. Colossal, sur notre, on en a parlé, sur notre état mental, sur notre habilité de nous connaître bien, d'avoir la confiance en soi, de magnétiser aussi les gens vers nous, qui sont un peu sur la même fréquence. Donc ça a vraiment un avantage important. Et comme tu dis, moi ce que je pense qui change, c'est d'être un peu plus justement, au lieu de se dire, moi j'attends que le désir arrive pour avoir du plaisir. Alors que toute la journée, on n'est pas du tout dans un milieu qui favorise ni le désir ni le plaisir, et on attend que le plaisir arrive et que le désir arrive quand on arrive chez soi, et tout d'un coup on veut être intime avec son partenaire et on se demande pourquoi ça arrive pas. Donc l'idée, c'est de cultiver un peu une habitude personnelle, je dirais presque à tout moment. On peut se connecter au plaisir. Donc moi, le grand changement dans ma vie, ça a été de me dire que je peux avoir du plaisir quand je marche dans la rue, en juste sentant l'air, chez moi. Je me mets tout le temps dans une position où je suis en contact avec mon corps. Je m'assis dans des positions où mon corps est présent, où j'oublie pas mon corps, et de faire ces changements, ces petits changements-là. On parlait de la vitesse, tu sais, c'est pareil quand on mange. Si tu manges super vite, tu peux pas vraiment apprécier les ingrédients, et ton corps non plus n'a pas le temps de capturer tout le bénéfice de cette expérience. Donc on est un peu finalement dans le même système, mais fondamentalement c'est vraiment de se dire que le plaisir sexuel, c'est pas juste quelque chose dont on doit se débarrasser. On a un peu le sentiment de je me sens là que j'ai envie de quelque chose, donc vite, il faut que je m'en sépare. Non, l'idée, c'est de revenir à ces philosophies plus anciennes où l'énergie sexuelle, source de bien-être, donc pour que ça amène l'impact, il faut la laisser dans notre corps. Et il faut la bouger plutôt vers le haut. Donc c'est cette idée donc de pratiquer la respiration, donc d'essayer de respirer et de faire circuler cette énergie sexuelle, d'être dans le confort avec beaucoup d'énergie sexuelle. Et c'est très difficile. Les gens ne sont pas dans le confort quand ils sentent beaucoup d'énergie sexuelle, quand ils sentent super envie d'avoir du sexe. C'est pas confortable. Parce qu'on n'a pas de technique, on n'a pas d'approche pour aider. On appelle ça une channeling. C'est vraiment le bouger cette énergie. Parce que l'énergie, elle doit bouger. Donc nous, on se dit, elle doit bouger en sortant. Mais elle devrait bouger plutôt par remonter. Et quand elle remonte, là, cette énergie sexuelle peut avoir tous les bénéfices dont on pense, donc tout ce qui est relaxation, présence, mais aussi dans le taoïsme, une grosse partie de la tradition taoïste, qui est une philosophie chinoise très ancienne, est de cultiver les sexual energy parce que ça peut vraiment guérir les différents organes. Ils ont différentes pratiques avec des sons, etc., qui fait que ça peut aller vers ton foie, ça peut aller vers ton estomac, ça peut aller vers ton cœur, et d'utiliser donc après, tout le monde ne croit pas à cela, c'est pas des choses qui sont forcément complètement acceptées, mais il faut juste c'est une sorte de changement de conception. Au début, ça vient de la tête. Au début, il faut changer sa façon de voir le plaisir et la sexualité comme quelque chose qui est plus à cultiver soi-même. Mais on revient à l'éducation. Donc en fait, tu dis éducation, communication. Oui, alors après masturbation. Et vraiment, c'est masturbation vers le plaisir. Donc de vraiment shifter un petit peu cette façon de penser que la masturbation, c'est comme tu dis, quelque chose que je fais rapidement parce que comme ça, j'ai fait, je suis bien, j'ai sorti cette énergie, donc elle va pas m'embêter pendant la journée. Au lieu de se dire non, cette énergie, mais c'est la magie. Cette énergie, c'est comment je me sens bien, c'est comment je me connecte à moi-même, comment je me sens connectée par tout ce qui est autour de moi. Et finalement, c'est la société, notre culture, qui a vraiment
changer cette narrative en nous mettant dans un système plus où on se sent coupable, on est dans la honte, on est dans ces émotions-là, plutôt que finalement le pouvoir que ça nous donne quand on est satisfait. Et du coup, est-ce que dans un couple, tu devrais être satisfait quand ton partenaire se masturbe ? Oui, alors c'est hyper sain dans un couple que chaque personne ait une pratique pour eux-mêmes, qui est autour de leur plaisir. Moi, je le fais toujours, et je le fais d'une façon où je me dis, je veux connecter avec moi-même, et le plaisir, c'est ma méditation. Donc, au lieu de méditer, moi, je me touche, je me caresse, je me connecte, je me masturbe. Parfois, j'utilise des vibrateurs, des jouets. J'essaie de limiter un petit peu le côté vibration. J'irai 50-50 pour être sûr quand même que je garde un certain suivi, parce qu'après, avec un partenaire, même si on peut amener l'outil, et ça devrait être quelque chose de très accepté, même d'encourager par le partenaire. Moi, j'étais dans des relations où je sentais que j'étais en compétition si j'amenais mon truc, tu vois, parce qu'il y a un côté, moi, je peux pas faire ça, donc j'arriverai jamais à satisfaire. Bon, il faut s'oublier de tout ça. Et puis, ça désensibilise un peu, non ? Voilà, ça peut un peu désensibiliser, donc il faut faire un petit peu attention. Voilà, et donc, du coup, c'est un peu pareil pour le porn. Tu parlais du porn, sur l'application, on explique comment utiliser le porn d'une façon plus holistique et choisir d'abord les visuels qui sont plus proches de ce que tu vas faire dans la vie. Ne pas utiliser le clip pour avoir une éjaculation rapide ou un orgasme rapide, mais plus pour accentuer le sentiment de plaisir, d'excitation. Donc ça, c'est bien. Et de temps en temps, si vraiment il y a un blocage, on est vraiment, vraiment sur le porn, de parfois n'avoir que le son. On essaie de voir si on arrive à être avec le son. Et quand on va se rendre compte que le son, finalement, il ne correspond pas vraiment à ce qu'on a envie d'entendre, ça peut nous aider à avoir une réalité par rapport au porn. Donc, je pense que, tu vois, de dire aux gens, faut pas voir le porn. Moi, j'en regarde du porn, mais je sais très bien choisir. Le problème, c'est que c'est très difficile de trouver les choses qui conviennent et que la grande majorité des gens vont sur ces sites, ils voient de most popular clips, et forcément, c'est des choses qui vont pas du tout aider les gens dans leur intimité. Ça, c'est sûr. Pas les femmes, en tout cas, mais... pour les femmes, si tu veux, le problème, c'est qu'on a tendance à regarder du contenu femme avec femme, souvent, parce qu'au moins, il y aura pas de violence. Mais il y a des petits trucs parfois, il y a des tantra, parfois tu en trouves sur les sites, tu trouves de sensual tantra massage. Voilà, là, elle se fait masser pendant longtemps, et puis finalement, voilà, il y en a. Franchement, c'est hyper difficile à trouver. Et je pense qu'il y a un très, très, très un gros problème, c'est que les plateformes n'ont aucune responsabilité par rapport à l'impact. Tu vois, dans l'industrie des supermarchés, dans toutes les autres industries, cigarettes, etc., il y a quand même on force la responsabilité. Là, il y a vraiment un problème, c'est qu'ils ne prennent aucune responsabilité. La seule responsabilité qu'ils prennent, c'est l'âge. Mais même pas. Yes, I'm 18. Oui. Excuse-moi, mais c'est pas une responsabilité, c'est juste histoire de ticker la box. Oui, c'est ça. Mais il y a rien. Tu peux le faire à n'importe quel âge. Et il y a rien qui les empêcherait d'avoir, par exemple, moi, je rêve de créer une série d'éducation pornographique où tu regardes là vraiment des gens, mais ils te montrent comment on fait bien. Comme ils font l'amour, tu vois, et simplement. ça fait plaisir à tout le monde. Et tous les parties impliquées sont bien. Ils s'expriment, parce que dans le porn, il n'y a pas d'intimité, on s'embrasse pas. Il n'y a pas de consent. On ne se dit pas d'accord non plus si on est d'accord de le faire. C'est orienté sur le plaisir de l'homme, principalement. Et c'est orgasme. C'est friction et orgasme. Donc, tu vois, c'est que les choses, finalement, qui n'aident pas du tout. Et c'est souvent violent. Hein. C'est aussi beaucoup d'humiliation. Ouais, et on est complètement désensibilisé parce qu'on a tellement habitué. Et tu sais, un truc dont je me rends compte beaucoup, c'est qu'on est beaucoup plus finalement capable de regarder dans le mainstream, dans le média, dans les films, etc. On est très familier avec l'idée de voir de la violence, mais extrême. Et quand là, de l'intimité, vraiment de l'intimité, ça gêne. Tu vois, d'entendre des gens... dès que tu entends des bruits de plaisir, mais il n'y a rien de plus gênant que les bruits de plaisir. Ouais, tu vois, alors que tu entends des bruits de violence, ça te fait moins. Ouais. Et ça, c'est quand même incroyable, tu vois. Ça, c'est fou. C'est vrai que c'est fou. Très étrange. Donc, alors attends, je récapitule. Éducation, communication, masturbation,
Le quatrième. Donc après, on a la partie, donc j'en ai parlé un petit peu, donc je vais finir là-dessus, c'est la partie pelvic floor, on en a parlé parce que c'est très important. Et moi, je lui dis que l'avantage, c'est que c'est une pratique de tous les jours qu'on peut incorporer à ton programme. Au bureau. Ça prend 2-3 minutes, tu peux le faire quand tu es assis, tu peux le faire dans la voiture, tu peux le faire quand tu montes les marches, tu peux le faire quand tu marches dans la rue. Squeeze, 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 push, push. Et après, fais-le pendant la masturbation et le sexe. Donc, pense à incorporer de façon un peu expérimentale. Et après, si les gens veulent aller plus loin sur l'application, on a plein de flows, de trucs où tu peux apprendre, approfondir, commencer à vraiment utiliser donc soit le vagin pour vraiment sucer, donc avoir cette espèce d'activation complètement différente où la sensation de plaisir vient du fait que les tissus qui sont à l'intérieur du vagin sont remplis de sang, donc engorgés, et c'est ça qui crée finalement le contact et pas la contraction, de vouloir serrer, parce qu'on nous a dit que, moi en tout cas après avoir des enfants, tu vois, j'étais super gênée, je me disais mon vagin va être détendu, je vais plus donner de plaisir à mon mari, donc je serrais comme une folle, malade, et en fait ça n'aide pas du tout. Oui, non, t'étais concentrée sur son plaisir à lui et du coup... Ouais, et puis je pensais que je faisais bien, tu sais, le problème c'est que souvent on ne sait pas, encore une fois, l'éducation n'est pas là, donc moi j'avais entendu que mon vagin allait se détendre après la grossesse, qui a beaucoup de logique, et donc je me suis dit comment je vais faire pour réparer cela. Et à ce moment-là, c'est vrai que de contracter, c'est important parce que c'est détendu par le processus. Donc effectivement, mais c'est pas la seule chose. On parle de Kegel parfois. Je sais pas si tu entends parler des Kegel. Non, c'est une pratique. Ouais. C'est quoi ? Eh ben, c'est un docteur qui finalement a créé une activation de périnée qui était plus ou moins créée pour diagnostiquer en fait l'incontinence et qui est devenue un peu la pratique principale de périnée qui existe aujourd'hui, et c'est focusé essentiellement sur la contraction. Alors que c'est comme tout autre muscle, ça ne deviendrait pas à l'idée que de faire l'activation dans un sens. Il faut faire dans les deux sens. Donc c'est comme tous les autres muscles finalement. Il fonctionne bien quand il est détendu et quand il y a de la force dans un sens et dans l'autre. Et d'ailleurs, il y a moi je remarque beaucoup de questions sur le sexe post-natal, quoi. En fait, une fois que tu viens d'accoucher, il y a effectivement des questionnements. On voit de plus en plus des femmes qui peuvent avoir recours à la chirurgie plastique parce qu'on leur dit ou tu sais qui se font recoudre. Parfois les médecins le font sans le consentement d'ailleurs des femmes. Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes et aux hommes sur le sexe post-grossesse, post-naissance? Alors déjà, je pense que quand on est bien dans son corps et qu'on a une pratique régulière d'activation de ce périnée, quand on respire, on utilise la respiration vraiment dans le corps et on comprend comment le corps est une unité. Déjà, je pense que la grossesse elle-même et l'accouchement peuvent se passer différemment. Ouais. Bon, après, il y a toujours des possibilités de problèmes, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Mais généralement, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on se réveille un peu. Moi, je me suis un peu réveillée par rapport à mon corps quand j'étais enceinte. J'avais vraiment jamais vraiment pensé à l'importance de mon corps. Je faisais beaucoup de sport, j'étais active, mais c'était pas ce côté vraiment conscience du corps, je l'avais pas. Quand je suis devenue enceinte, c'était clair que mon corps se transformait, je suis devenue curieuse. C'est à ce moment-là que je suis un peu tombée dans la soupe, tu vois, de ma découverte de la sexualité, et où j'ai eu beaucoup de moments de réalisation où je me suis dit, mais on est complètement dans le noir avec tout, quoi. On n'a aucune connaissance et donc je pense que déjà il y a ce côté-là, c'est important de faire ce travail toute sa vie finalement pour que les grossesses se passent bien. Après l'accouchement, en fonction de l'accouchement bien entendu, ça va prendre du temps pour retrouver l'intimité, et je pense que c'est là où il y a un outil fantastique pour les couples qui malheureusement qui est très méconnu, que j'appelle non-sexual intimacy, l'intimité non sexuelle. Notre corps est une source de plaisir et le plaisir sexuel est une partie de cela. La connexion, elle peut se faire de façon profonde, et la satisfaction et toutes les sécrétions d'hormones qui font du bien, elles arrivent aussi quand on se touche, quand on se caresse, quand on se massage. Et je pense que cette partie-là, ça serait un moment idéal pour le couple d'établir un rituel
d'intimité qui n'est pas sexuelle, où chaque partenaire peut donner de l'attention à l'autre sans avoir pas du tout à penser au sexe. Et là, on enlève complètement cette idée que dès que je te touche, c'est parce que tu veux du sexe. Ou si je te laisse me toucher, ça y est, ça veut dire que je suis d'accord pour avoir du sexe. Ou des couples qui me disent, je me couche le soir, et puis tu sais, j'hésite à un peu toucher mon mari parce qu'il va vouloir faire du sexe et moi, je veux pas faire du sexe. Donc, quand on commence à élargir le répertoire intime et qu'on est dans le confort de se toucher, même de toucher le sexe, mais sans intention sexuelle, ça change tout. Et moi, c'est un conseil que je donne à des couples, beaucoup de couples. La plupart des couples qui viennent me voir, cet outil-là, et on a des super flows sur justement de guider entre couples, qui permet de leur dire comment on fait. C'est ce qu'on appelle body work. Tu travailles avec le corps. Et c'est un landscape infini. C'est un univers infini, le corps. C'est un outil extrêmement intelligent, extrêmement développé, qui a des capacités immenses. Donc, quand on commence à devenir curieux, ça devient une plateforme d'intimité géniale pour les couples. Et surtout quand on enlève la pression du sexe, qui souvent devient un conditionnement finalement de l'expérience. Donc, on n'est pas présent, on est déjà un peu à penser ailleurs. Donc là, je pense que ça serait l'idéal, c'est vraiment d'avoir cette relation intime, donc de pas arrêter l'intimité, souvent qui est le problème. C'est comme un pas de sexe, il n'y a plus d'intimité. Et justement, d'utiliser cette opportunité comme une zone d'exploration du corps de l'autre, parce que tu peux recevoir du plaisir. Quand tu viens t'as du plaisir partout. D'ailleurs, ton corps est hyper activé par le plaisir. Quand tu allaites, tu as plein de plaisir qui aussi décharge dans ton corps. Donc, et puis, ça te permet aussi de donner de l'attention au partenaire qui, lui, n'est pas en train d'allaiter ou n'est pas dans cette phase un peu très, je dirais, intime avec le bébé à tout moment et peut se sentir un peu exclu de l'expérience et d'avoir justement, et là c'est vraiment l'idée de ritualiser ta relation. C'est-à-dire se dire on est intentionnel. C'est-à-dire que dimanche, on va prendre 2 heures et on se met d'accord. Et ça, c'est un peu l'idée que de programmer le sexe, ça détruit la magie. C'est pas vrai. On le fait pour tout. On programme aller à la gym. On programme tout. Donc, pourquoi on programme pas le sexe ? Tu vois, c'est un peu bête. Et du coup, ça casserait cette idée que le désir est un truc spontané. Le désir, c'est pas toujours spontané. D'ailleurs, on le sait beaucoup maintenant parce qu'on est d'abord très stressé, etc. Donc, 2 heures, 3 heures. Et on commence par un massage, ou on commence par une petite conversation. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans ta tête ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un peu énervé cette semaine ? T'as quelque chose ? T'as des émotions bloquées dans le corps ? On peut faire des exercices ensemble de respiration. Je peux te donner un peu un massage pour t'aider en premier à descendre dans ton corps. Là, déjà, ça peut prendre une demi-heure de descendre dans son corps. Ça prend du temps. Et après, de voir, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce que je te donne, j'aimerais expérimenter avec ces nouvelles techniques de fellation que j'ai appris sur la Kama app. OK, super, vas-y. Amuse-toi. Ou alors, on veut expérimenter avec Suction Sex. C'est cette nouvelle technique, c'est amusant. Et de penser à la relation comme un projet et la sexualité comme une expérience. Une expérience un peu où on se dit, tout est permis, on ne peut pas faire d'erreur. Et on va communiquer le feedback pour que moi j'apprenne de plus en plus ce que t'aimes, sans avoir cette espèce de résistance. Oh oui, si je lui dis que c'est pas bien, ça va le vexer. Ou alors, on va finir vite. C'est presque un jeu en fait ce que tu décris. C'est complètement un jeu. C'est du plaisir et c'est avec le corps. Pense aux enfants. Comment ils ont du plaisir ? Avec leur corps. On enlève ce côté un peu, je dirais, innocent et playful de la partie sexuelle et finalement on est dans notre tête. Donc ça nous aide pas du tout. Donc tu as raison, c'est l'idée d'avoir la conscience de se dire c'est important dans ma vie. Ma relation avec mon corps est importante, ma sexualité est vraiment importante. Et au-delà d'ailleurs de la satisfaction sexuelle et de la satisfaction relationnelle, quand on est bien dans sa sexualité, on s'exprime mieux dans le travail, on est plus créatif. Il y a plein de choses qui se passent, qui sont positives aussi, qui se passent à l'issue de ça. Donc c'est pas juste parce que tu veux garder le partenaire, parce que tu veux que ta situation intime soit saine. C'est aussi toute ta vie, l'environnement, et aussi d'autres choses qui se passent dont je me suis rendu compte. C'est que plus on est en connexion avec le corps, plus le corps révèle son intelligence. Et plus le corps te dit
ce qu'il a envie de manger. Moi, j'ai changé complètement ma façon de manger, ma façon de faire de l'exercice depuis que je pratique donc l'embodiment. Donc cette idée que être dans son corps est une intelligence qu'on doit développer. Ça a vraiment changé ma vie de tous les jours. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, je dirais, quand on commence à se dire, OK, on oublie tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a appris, et on se dit, le plaisir, c'est quelque chose avec lequel je suis née, c'est mon birthright, j'ai un droit sur ça. Mon corps est souverain, c'est-à-dire que mon corps, c'est la priorité. Et ça, c'est vrai dans plein de contextes socioculturels. Et la sexualité est une source d'exploration, est un jeu d'exploration entre toi et moi. Et le plus on se donne du feedback, le plus je suis capable d'écouter ton plaisir, quand tu me dis, bah, tiens, en fait, j'aime pas tellement ça. De pouvoir aussi recevoir un non quand tu me dis ben voilà j'aimerais bien être un petit, je dis ben là non je me sens pas bien ou non sans avoir expliqué, mais après revenir vers la personne et dire ok ben là je me sens mieux, et donc aussi être capable de faire ça, de pas être bloqué dans des situations où finalement le sexe est une commodité pour que le couple survit, mais on n'est pas vraiment dedans. On n'est pas vraiment dans l'exploration, dans le désir de se connaître, dans le désir aussi d'obtenir notre potentiel sexuel. Parce que ça, c'est autre chose aussi, c'est qu'on a un potentiel sexuel qui est énorme. On est capable d'avoir des expériences orgasmiques dans tout le corps qui peuvent avoir tellement de bénéfices dans notre façon de vivre, dans notre santé mentale, etc., et qu'on n'utilise pas cette opportunité à cause des tabous, etc. Donc, pour moi, j'aimerais vraiment passer le message que la sexualité, c'est qui on est. C'est la façon dont on est fait pour le sexe, on est fait pour le plaisir. Et le 5e point, parce qu'en fait, on en a fait 4, si je ne me trompe pas, on a fait donc éducation, on a fait communication, on a fait masturbation, on a fait pelvic floor, et le 5e, ça serait quoi ? Ben, on a fait éducation, communication. Si tu veux, le truc intéressant, et là c'est vrai que c'est encore un truc ça a tellement été un blind spot pour moi, c'est le côté communauté. Parce que dans tout le système, je dirais, de santé, il y a trois parties. Il y a moi, il y a mon partenaire, ma famille, et après il y a la communauté. Et on sait que la communauté, c'est un peu l'entité sociale qui nous manque le plus, celle qu'on a perdue dans notre façon de vivre. Et c'est tu le vois dans tous les métiers, dans tous les secteurs. On parle de communauté, de l'importance de la communauté. Et c'est cette idée que le sexe, c'est pas juste pour faire avec un partenaire. Si tu as un ami qui est très sympa et tu sais que ta relation avec lui elle est claire et tu te dis pourquoi pas pratiquer ou avoir une expérience sexuelle avec quelqu'un sans avoir cette espèce de blocage avec la partie romantique, que si tu fais du sexe ça doit être romantique, et aussi toute cette idée de groupe sexe, c'est-à-dire d'expérimenter dans la sexualité avec un groupe de gens, de plus en plus. Moi je vois dans mon métier l'idée de play party. Donc cette idée d'être dans un environnement où la sexualité est complètement ouverte, où on se met d'accord très clairement entre nous en tant que groupe, quelles sont les règles de ce jeu, comment on joue, comment on va garder notre énergie, comment on va se comporter dans cet environnement, et là être capable d'explorer le corps sans avoir de capacité romantique associée. Waouh, ça c'est très avancé, parce que pour le coup moi je suis pas sûr que je puisse aller là un jour. C'est du sexe. Enfin, moi j'aurais j'aurais du mal à sexualiser une amie. Enfin, ça me semblerait très étrange. Enfin, c'est un truc que je sais pas faire. Et aussi si ma partenaire devait faire ça, je le vivrais peut-être, en tout cas, sauf à être présent, et encore je suis pas certain de vouloir faire ça, mais j'aurais l'impression qu'elle me trompe, tu vois, naturellement. Donc ça c'est déconstruit, c'est des trucs complètement programmés par notre société. Comme on le sait, la relation aujourd'hui, la façon dont on voit les relations nous empêche souvent de nous explorer nous-mêmes. On est dans un système de contraintes au lieu d'être dans un système d'ouverture. Parce que même si tu es dans une relation, ton désir
c'est ton désir et il peut pas s'arrêter. Le fait que tu vas désirer quelqu'un d'autre, ça risque de se passer. Bien sûr. Après, t'es pas obligé du tout. Moi, je suis pas du tout en train de favoriser les relations ouvertes, mais je favorise l'ouverture d'esprit sur la relation. Ce qui est différent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément de communication ouverte où je peux dire, oh là là, ce mec, il est vraiment bien là. J'aimerais bien, tu vois, et que toi, tu puisses recevoir ça et te dire, c'est son désir. C'est normal qu'elle ait du désir pour d'autres personnes. Ça, c'est logique. Et déjà, d'être capable dans cette communication. Déjà, c'est pas facile pour beaucoup de couples. C'est très, très difficile. Pour le coup, ça me semble assez évident. Mais, moi, ça m'a pris beaucoup de temps à pouvoir changer On a le même âge en même temps. Mais ça m'a pris du temps à changer un petit peu ma façon de penser parce que simplement, j'ai pas du tout été exposée à ça. Je savais pas. Et que souvent, tout ce qui est groupe, un peu, c'est orgie aussi. Donc, c'est soit you cheat on c'est toujours mal ce que tu fais qui est pas avec ton partenaire. Et je me rends compte de plus en plus, en particulier avec la génération, donc moi j'ai beaucoup de jeunes sur mon application, donc j'apprends aussi beaucoup de ce qui change dans notre société. Et je vais te dire, ce qui change, c'est les modèles de relations. Les plus en plus, les gens veulent plus rentrer dans des formats où on est contraint par une mise en accord qui n'est pas mise à jour. Non, on se met dans un système où le mariage, comme encore une fois Esther Perel le dit, c'est quelqu'un qui doit tout nous donner, représenter tout ce dont on a besoin pour toujours, et que du coup, on en parlait toi et moi tout à l'heure, c'est rare de rencontrer un couple dans notre vie, et on connaît quand même pas mal de gens, où je me dis, ça c'est le couple, j'aimerais trop. J'aimerais trop être dans un couple comme ça. Ils ont l'air vraiment bien. Après, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie privée. Mais même d'avoir une aspiration, tu vois, de se sentir inspiré par un couple est très rare. Et donc, je pense que c'est un signe clair que la façon dont on approche les relations et les structures de relations et les modèles de relations ne sont pas adéquates pour, en tout cas, cette génération qui arrive, qui veut même pas se définir en tant qu'homme et femme, simplement parce qu'ils veulent pas se définir, parce qu'ils veulent la liberté de s'exprimer, soit en tant que femme, soit en tant qu'homme, ou au moins avoir ces énergies qui peuvent rentrer sans avoir la honte et la gêne que nous, on a si on fait ça, it's gay, si on fait ça. Enfin, on a quand même beaucoup, beaucoup de blocages. Clairement. Et donc ça, je le sens, cette ouverture. Et cette ouverture, elle rentre aussi dans tout ce qui est relation. Et là, on parle donc de relations ouvertes, où un couple est soudé, profond, et a beaucoup, beaucoup de force intérieure parce qu'il n'y a pas de peur. Et ça, c'est vraiment l'idée que quand on agit parce qu'on a peur, on agit mal. Donc, si tu as peur que je te quitte parce que je regarde quelqu'un d'autre, il y a quelque chose à regarder dans la relation elle-même. Ça n'a rien à voir avec mon désir pour cette personne. C'est la relation qui n'est pas finalement équilibrée, ou dans la mesure où on a trop de codépendance l'un à l'autre, au lieu de se dire, toi, tu es un individu, moi, je suis un individu, et notre relation, c'est notre projet, dans lequel on s'exprime. Et si on prend la décision d'être ensemble et d'être exclusif ensemble, on doit quand même garder une plateforme de communication ouverte où mes désirs peuvent être exprimés et être reçus et pas jugés. Parce que du coup, plus j'exprime mes désirs, plus je suis en connexion avec moi-même, plus je suis capable de m'exprimer, mais aussi en dehors de la relation. Donc, c'est très, très important. Et c'est vrai que le côté communauté, pour moi, est important parce que, communauté, c'est ce que je fais avec Kama, c'est-à-dire construire des groupes qui sont alignés avec ces façons de penser, qui veulent engager dans cette expérience-là, jusqu'à l'idée d'avoir une communauté. Moi, j'en connais beaucoup maintenant, dans mes amis autour du monde, où ils ont des play-parties avec leurs amis. Ceux qui sont en couple, ils sont en couple. Parfois, ils restent en couple, parfois, ils restent pas en couple. Il y a une sorte d'ouverture au niveau de la sexualité où si quelqu'un est en train de faire du sexe à côté de toi, ça te gêne pas. Ouais, jamais expérimenté, mais je sais que ça existe, et bien sûr autour de moi, je t'invite à la prochaine. On verra. Sur ce, merci beaucoup. Je t'ai bien. Non, mais pourquoi pas. Non, mais au pire, tu sais, dans ce genre de... Tu sais, pour moi, il faut qu'on se détende un peu. Tu vois, on est un peu tendu. On est tous un peu tendus. Sur le sujet, bien sûr. Et finalement, c'est une partie de notre vie qui devrait être la partie où on s'amuse,
où on est présent, où on est heureux, où on est en contact avec nous, avec les autres, etc. Et finalement, c'est un stress. Les relations sont un stress, dating, c'est un stress, l'intimité, c'est un stress, on ne sait pas se toucher, on ne sait pas se sentir en connexion avec les autres, on fait des mauvais choix. Donc, je pense que c'est simplement, je pousse un peu jusqu'au bout, parce que je veux un peu exploser aussi ces façons de penser. Bien sûr. Et je pense que je le fais d'une façon, tu vois, éducationnelle, où le but, pour moi, c'est pas de mettre les gens dans des situations inconfortables. Bien sûr. Le but, pour moi, c'est de mettre des gens dans des situations où ils pensent qui sont inconfortables et en fait ils sont super à l'aise. Et ça c'est vraiment quand tu te dis ok, c'était un construit, c'est quelque chose qui est imposé par mon éducation, par ma société, mais en tant qu'humain, en fait, le sexe est naturel, la nudité est encore plus naturelle, et c'est quelque chose qu'on devrait célébrer et être capable de faire aussi avec un niveau de sécurité qui n'est pas toujours le cas. Et ces communautés permettent de créer des environnements où la sexualité est en pleine sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique qui nous libère. Okay. Donc, c'est pour ça que je le pousse. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je fais moi beaucoup, mais c'est quelque chose dans lequel je m'initie pour m'ouvrir l'esprit. Ah ouais, je comprends. En termes d'expérience, en tout cas. Ouais, non, mais pourquoi pas. Le podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, j'aimerais ouvrir la porte au plaisir, ça c'est sûr. Moi, je dis maintenant, I'm in the pleasure business. Donc, si tu me demandes de faire quelque chose qui n'est pas dans le plaisir, maintenant, de plus en plus, je dis non. Alors qu'avant, j'étais beaucoup plus bloquée sur les choses qui demandent beaucoup de douleur, de suffering, etc. Et j'aimerais fermer la porte, je suis pas sûre, tu vois. Je me dis que ce qui me gêne le plus dans mon métier, c'est que la sexualité est un sujet politique. Et c'est la seule façon dont on en parle. Toute la conversation sur l'identification sexuelle, les choix sexuels deviennent une conversation politique qui polarise les gens. Et ça, c'est vraiment fatigant parce que il est temps quand même qu'on se mette tous d'accord que le plaisir, c'est personnel. C'est un choix unique pour chaque personne, que la façon dont on veut se représenter, c'est un choix personnel. Et que du coup, j'aimerais un peu, voilà, que ce soit pas un sujet politique, que les gens qui sont dans la politique, ou quand je dis politique au sens large, où finalement l'opinion devient un point de vue dans lequel qu'on adopte ou qu'on rejette, et qu'on ait plus une appréciation que c'est notre condition physique, c'est notre condition humaine qui nous amène vers le plaisir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut changer notre culture. Parfait. Merci beaucoup, Chloé. Merci, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.